Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Christophe Nadal, CEO du groupe Mimco. Bonjour Christophe. Bonjour Marie. Et également avec nous, Gérald Proutot, directeur du développement de Pierre Premier Gestion. Bonjour Gérald. Bonjour Marie. Alors, je le disais dans mon sommaire, on va essayer d'intéresser les investisseurs particuliers à l'immobilier tertiaire. Et on le fait assez souvent, le sketch sur les SCPI, mais justement là, on ne veut pas faire de la SCPI, on veut faire autre chose. Première question, de quoi on parle quand on parle immobilier tertiaire? On va faire le plus simple possible. Dans quoi on peut investir en immobilier tertiaire aujourd'hui? Gérald? Simplement, par exemple, du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, voilà. Tous ces actifs, finalement, dans lesquels il va y avoir une activité professionnelle à l'intérieur. Donc, le champ est assez large, en fait. Des entrepôts pour faire du stockage, par exemple. Et pourquoi j'aurais envie, moi, particulier, d'investir dans cet immobilier tertiaire plutôt que dans le classique logement, par exemple? Alors bien souvent les taux de rendement immobiliers en fait qui vont être proposés en fait qui seront généralement supérieurs aux taux de rendement qu'on peut trouver dans l'immobilier dit logement qui soit vide ou meublé. Christophe, c'est juste la quête du logement qui doit m'orienter, la quête du rendement, pas facile, qui doit m'orienter davantage vers le tertiaire? Oui, effectivement, la performance, le rendement peut être un des facteurs qui permet la sélection aux investisseurs de se diriger sur l'immobilier tertiaire. Et il y a également sur des stratégies alternatives avec des véhicules d'investissement type FIA ou Club Deal, par exemple. C'est quoi? Vous me dites FIA? Ce sont des fonds d'investissement alternatifs, des fonds dédiés pour des investisseurs plus privés, non institutionnels, accessibles à partir de 100 000 euros ou 10 000 euros, ça dépend de certaines stratégies. C'est pas pareil 100 000 ou 10 000, hein, quand même. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un nouveau cadre réglementaire aujourd'hui qui est l'ELTIF 2.0. L'ELTIF 2.0, ELTIF 2.0, un nouveau cadre réglementaire mis en place par l'ESMA, l'autorité des marchés européens, qui donne accès à des stratégies alternatives aux particuliers. Ça veut dire quoi concrètement? Il y avait des stratégies que je ne pouvais pas, moi, emprunter en tant qu'investisseur particulier. Et quelles sont-elles? Qui étaient plus difficilement accessibles avec des tickets à 100 000 euros. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre un ticket d'investissement à 100 000 euros. Ouais. Et aujourd'hui, avec ce nouveau cadre réglementaire, des nouveaux fonds professionnels dits sur des stratégies alternatives sont accessibles avec des tickets moindres. Et donc là, vous me disiez à partir de 10 000 euros, quoi. 10 000 euros, 5 000 euros, même 1 000 euros. Ce sont des nouveaux fonds pro qui vont pouvoir émerger dans les prochaines années. Mais je disais, ma promesse, c'était qu'on ne parlerait pas des SCPI. C'est pas à peu près la même chose que des SCPI, ce que vous êtes en train de me vendre, messieurs? Non, c'est pas exactement la même chose. Alors, juste pour dire un mot quand même des SCPI, puisque les SCPI, c'est ce que la plupart des investisseurs connaissent aujourd'hui, particuliers et autres, la pierre papier. C'est ce qu'on connaît déjà depuis une bonne trentaine d'années en France. Et la réglementation, effectivement, ce que disait Christophe, a permis d'élargir le champ du possible. La SCPI étant plutôt un véhicule de détention d'immobilier long terme et qui a aussi cet avantage de distribuer des revenus régulièrement. Ouais. Aujourd'hui, les supports d'investissement dont parle Christophe sont des supports qui vont pouvoir permettre d'avoir des stratégies différentes, plus court terme, c'est-à-dire je vais avoir une détention plus courte de l'actif. Ça veut dire quoi, plus courte? Ouais. Par exemple, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Par exemple, j'achète un bien immobilier et je le revends, ce qu'on appelle des opérations marchand de biens, par exemple. On peut aussi aller sur des secteurs, par exemple, financer la promotion immobilière. Donc, on peut partir sur des horizons plus courts qu'un horizon long terme, comme serait celui, par exemple, de la SCPI, et avec des montants inférieurs à ce qu'on a connu par le passé. Donc c'est à la fois la réglementation et l'innovation aussi des acteurs de marché qui ont permis progressivement d'offrir un panel beaucoup plus large en termes de solutions. Mais là, très concrètement, ça veut dire quoi? Moi, admettons que j'ai 10 000 euros là, à investir, 15 000 euros à investir, et que je vous appelle, vous allez me dire, il faut mettre ton argent dans quoi, Marie? C'est quoi le conseil, en fait? Alors, bon. Qui je vais appeler? Où est-ce que je vais me renseigner, quoi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de nombreuses plateformes d'investissement qui proposent des solutions différentes et variées. La technologie permet d'offrir cet accès aux particuliers. Et aujourd'hui, de plus en plus de solutions, comme disait Gérald, grâce aux acteurs qui innovent et se servent du cadre réglementaire, permettent d'offrir l'accès à des club deals, par exemple, des club deals avec des actifs immobiliers normalement réservés à des institutionnels. Mais là, c'est très ciblé, le club deal, ça veut dire que je vais financer un projet en tant que tel. On est d'accord? Vous pouvez financer un projet. Alors, il est toujours conseillé de diversifier, ça c'est clair. Si vous avez une enveloppe de 10 000 euros, il vaut mieux essayer de la splitter en plusieurs investissements. Et aujourd'hui,
vous avez la possibilité d'investir dans des actifs normalement réservés aux acteurs institutionnels. Comme récemment, nous avons réalisé une opération Notre-Dame-des-Victoires, place de la Bourse, Ouais, sympa. l'ancienne Banque de France, et on ouvre le tour de table à côté d'investisseurs institutionnels, on ouvre le tour de table à des investisseurs particuliers. Ticket d'entrée ? Ticket d'entrée de 10 000 € et qui pourrait être abaissé dans les années à venir sur d'autres investissements. Et là aussi, c'est pareil, comme disait Gérald, je peux revendre assez rapidement ? Alors non, la particularité de ce type d'opération, c'est qu'il faut rester investi jusqu'au terme de l'opération. Ce sont des opérations dites value-add, création de valeur, et pendant cette phase de création de valeur, vous êtes en pleine restructuration ou développement, l'actif n'est pas liquide. Ouais. Donc il faut prendre en considération ce paramètre-là et bien être attentif aussi des risques. Ce sont des actifs plus risqués que des actifs de rendement que l'on retrouve dans les SCPI. Ouais. Voilà, donc des actifs plus risqués, des maturités plus court terme, mais des performances bien au-delà de ce qu'on trouve en SCPI. C'est quoi la performance, messieurs ? Dans le marché aujourd'hui, on est entre 10 et 12%, c'est la moyenne de ce qu'on trouve sur les actifs. Ça ressemble un peu au crowdfunding immobilier, tout ce dont on se parle là. Oui, d'une certaine façon, c'est un petit peu la même chose. Disons qu'aujourd'hui, le crowdfunding immobilier a principalement financé notamment des opérations de promotion immobilière, un secteur aujourd'hui qui est plutôt en difficulté. Compliqué aujourd'hui, on va le dire. Mais c'est un petit peu la même logique. Alors le crowdfunding immobilier se faisait plutôt par des financements, ce qu'on appelait obligataires. Dans les solutions qu'on évoque, ça peut être aussi bien un financement obligataire, mais que de participer au capital d'une société. Donc, je suis investisseur au capital d'une société. Et effectivement, comme le disait Christophe, je vais devoir attendre le débouclage de l'opération. Donc, il y a toujours un horizon d'investissement qui est recommandé, mais on peut supposer... Mais on est quand même sur des 3, 4, 5 ans, pas plus, quoi, là. Oui, entre 2 et 4 ans, oui, c'est la moyenne. Exactement. Donc c'est quand même assez court terme par rapport au SCPI qu'on conseille traditionnellement de garder au moins 8-9 ans, quoi. Donc pour pas dire une dizaine d'années. Ça répond pas totalement aux mêmes objectifs non plus. Comme je le disais tout à l'heure, la SCPI, on est plutôt là pour des gens qui ont besoin d'avoir un complément de revenus régulier. Ouais, mais c'est important de le redire. On va être sur une forme où on va essayer de valoriser son patrimoine en acceptant probablement un degré de risque supérieur. Voilà. Bon, alors si je veux investir Place des Victoires, j'appelle Christophe. Gérald, si je vous appelle ? Alors nous, c'est pas Place des Victoires. Dommage. Mais en fait, on privilégie des secteurs d'activité plus que des actifs en tant que tels. Même si on garde toujours en ligne de mire ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre métier la réversibilité de l'actif. C'est-à-dire aujourd'hui, j'achète un actif, par exemple, je vais dire c'est des bureaux. Demain, est-ce que je peux en faire autre chose que du bureau ? Est-ce que je peux en faire un hôtel, une résidence gérée, etc. Donc, si effectivement vous venez nous voir, on aura des supports d'investissement probablement différents que ceux de Christophe, mais on va être sur d'autres, je dirais, spécialités ou expertise en termes de secteur d'activité. Donc nous, à titre d'exemple, ça va être l'alimentaire. Dans l'alimentaire, on va aussi retrouver la restauration rapide, la restauration traditionnelle. Mais ça veut dire, quand vous dites restauration rapide, machin, etc., ça veut dire que je vais vraiment investir dans un commerce physique que je... Alors, vous allez investir, entre guillemets, alors la différence, c'est que ça peut être effectivement, si on est dans le cadre d'un club deal, donc c'est une structure qui va porter un à plusieurs actifs, ou alors après, ça va être dans le cadre d'un fonds d'investissement qui, lui, on va en détenir un certain nombre et qui aura probablement, lui aussi, une durée qui sera un petit peu plus longue que celle d'un club deal. J'ai une question à vous poser, messieurs. On a fait à peu près le pratico-pratique de ce dont on est en train de parler. Maintenant, évidemment, on a parlé de vos produits à vous spécifiques. Si on doit conseiller ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur les thématiques qu'ils doivent privilégier, parce que moi, de ce que j'ai compris de ce que vous me dites, c'est qu'il faut diversifier, j'ai bien compris, mais que contrairement à la SCPI où je peux picorer à droite à gauche, là, je peux encore plus cibler les thématiques que je vais sélectionner sur cet immobilier tertiaire. Qu'est-ce qui fait battre vos cœurs respectifs aujourd'hui ? Vers quoi je dois me tourner aujourd'hui ? Alors, ça dépend des convictions de chaque gérant. Le monde de l'immobilier est très vaste. On trouve difficilement dans une société de gestion des experts qui savent faire le 360 du monde de l'immobilier. C'est rare parce qu'il y a beaucoup de spécialités, beaucoup de techniques dans chaque classe d'actifs. Donc, chaque maison ont un peu leur ADN, leur conviction, leur sensibilité. Nous, particulièrement, en ce moment, nous sommes concentrés sur la transformation d'immeubles de bureaux en service apartment, la résidence hôtelière urbaine. Et l'espèce de truc de co-living, là, c'est ça ? Oui, co-living, c'est encore différent. On touche plus à la classe d'actifs résidentiels pour le co-living. Là, on va vraiment être dans la catégorie para-hôtelière. D'accord. C'est dans l'utilisation à la nuitée ou à la semaine ou plus. Et par contre, sur des formats d'appartements avec du service hôtelier, dans des formats urbains. Vous avez de nombreuses villes européennes aujourd'hui qui sont en train de légiférer pour
contenir, réglementer le Airbnb. C'est largement démocratisé pendant des années, mais qui a aussi apporté son lot de problématiques vis-à-vis des hôteliers, vis-à-vis des copropriétés, des problématiques dans les copropriétés, et donc de la crise du logement, avec de moins en moins de logements. Et puis un mode d'utilisation qui s'est largement démocratisé puisqu'il y a un certain nomadisme, une certaine flexibilité aujourd'hui dans le travail, et donc les villes veulent des objets, des immeubles réglementés aux normes. Ouais, et ça permet de centraliser, de savoir... avec toutes les normes de sécurité. Par exemple, nous avons développé aujourd'hui 6 résidences entre Portugal, Lisbonne, Paris ou l'Espagne. Et à chaque fois, on dépose un permis hôtelier. On restructure l'immeuble. Et moi, je peux investir grâce à vous à Paris, Lisbonne. Vous pouvez investir dans ce type d'opération. On en a une là en ce moment, rue Fénelon d'ailleurs, proche de la gare de l'Est. Et vous pouvez investir avec nous pour transformer. C'est le quartier de la gare de l'Est, pas la même ambiance que sur la place de Victor, mais très sympa. Mais proche de la Lafayette, c'est assez sympa. C'est un quartier en pleine mutation. Je suis désolée, on est les Parisiennes. Non, mais c'est hyper intéressant parce que donc vous, ce qui fait battre votre cœur aujourd'hui, c'est cette idée de la réversibilité, pas exactement la même que Gérald, mais de bureaux dans ces résidences para-hôtelières. Et du coup, je me retourne vers Gérald. C'est quoi votre dada ? Alors notre dada, qui vient de donner lieu à la signature d'un partenariat stratégique en termes de développement, on vient de le faire avec le leader et le pionnier du paddle en France. Paddle. Oui, ce sport de raquette qu'on pratique à 4. Qui l'eût cru que j'allais parler de paddle ? C'est génial le paddle. Ah oui, super. Donc c'est une activité en pleine expansion en France, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe. Et donc en fait l'idée, alors on ne sait pas si ça sera un effet de mode ou pas finalement, on espère que non. Mais l'idée c'était de réfléchir justement parce que finalement, alors vous avez 2 façons de développer ça. Soit vous prenez des bâtiments existants qui vont avoir la bonne hauteur sous plafond et puis vous allez pouvoir vous adapter à ces bâtiments. On a plutôt choisi la deuxième voie en fait qui vise à accompagner ce groupe dans son développement immobilier, c'est-à-dire concevoir des nouveaux bâtiments. Donc c'est un groupe qui vise plutôt le développement dans des grandes zones des grandes agglomérations. Et finalement, un bâtiment comme ceux que nous sommes en train de concevoir ensemble sont des bâtiments, des grands rectangles, j'ai envie de dire, qui ressemblent à s'y méprendre à des locaux d'activité classiques. D'accord. Donc, comme on en est à la phase de construction du bâtiment, on va pouvoir venir travailler d'autres éléments techniques. Par exemple la hauteur de dalle, ce qui fera que demain, si cette activité n'est pas pérenne dans le temps, si ça flanche le paddle, on pourra effectivement, par exemple, en faire du stockage du dernier kilomètre, à titre d'exemple. Le paddle, quoi. Mais du coup, quand j'investis, moi, ça m'inspire une question, c'est quand j'investis en immobilier, il faut vraiment que je regarde la santé financière de l'entreprise qui porte quand même le projet, quoi. Alors, Marie, vous avez effectivement raison. D'ailleurs, c'est effectivement le 4e partenariat qu'on met en œuvre depuis qu'on a créé la société de gestion. Et à chaque fois, effectivement, on essaye de bien appréhender la stratégie du groupe que l'on va accompagner, sa stratégie moyen-long terme, son actionnariat, sa gouvernance, le track record de ses dirigeants, est-ce qu'ils ont déjà prouvé, démontré, sa santé financière, puisque effectivement, en tout cas, dans un premier temps, ce sont eux qui vont payer les loyers. Donc, même si vous avez ce qu'on appelle un bail commercial d'une durée longue et ferme, ce que tous les investisseurs aspirent à avoir, il faut quand même vérifier qu'ils seront quand même capables d'honorer leurs engagements pendant toute la durée du bail. Mais donc du coup, je ne vais pas dire à nos auditeurs investissez dans le paddle, ça n'a pas de sens. Enfin, si, ça a un sens, mais là c'est un domaine d'activité très précis et en fonction de la sécurité financière aussi qu'apporte l'entreprise et son activité. Est-ce que dans la structure immobilière, j'entends, est-ce que par exemple les commerces, ça a encore le vent en poupe ou pas du tout? Est-ce que, je sais pas moi, la logistique, est-ce que c'est pas trop tard? Je me rappelle de ce qu'on disait sur Bordeaux quand il fallait investir au logement. Maintenant, oulala, il n'y allait plus. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut peut-être éviter? Nous, on est aussi concentré sur la classe d'actifs bureau en elle-même, parce que le bureau n'est pas mort. Il y a eu le bureau bashing pendant ces dernières années. On est allé jusqu'à l'extrême dans l'appréciation de ce qu'allait devenir le bureau. Et puis aujourd'hui, on constate que de grandes entreprises internationales ou françaises maintenant font un pas en arrière et rappellent les collaborateurs bureaux pour créer cette synergie dont a besoin l'entreprise. Et donc, on se concentre, nous, par exemple, à Paris, sur les quartiers centraux, les quartiers centrales des affaires, QCA, Opéra et Étoile, sur des immeubles assez exceptionnels et sur des formats, on constate aujourd'hui que les formats plus de 5000 m², par exemple, il y a moins d'1% de vacances. Mais alors justement, j'allais dire, c'est pas des formats plus petits, parce que c'était ça la crise Covid derrière. C'était pas plus du tout de bureaux, mais moins de bureaux quand même, non ? Moins de bureaux, oui, vous avez raison. Mais quand on parle de grandes entreprises qui avaient du 10 000, 15 000, 20 000 m² en périphérie de Paris,
elles ont analysé le besoin bureau par rapport à ce nouveau mode de travail d'aujourd'hui. Elles réduisent les mètres carrés, mais quand même, les sièges de passer de 20 000, on ne passe pas à 2 000 d'un coup. On va passer à 7 000, peut-être 8 000. Et là, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce que préfèrent les entreprises? Revenir dans des quartiers centraux avec toute cette mobilité, ce service, et qui participe à l'attractivité aussi pour les collaborateurs. Donc votre conseil, Christophe, c'est de se dire, quitte à investir dans le bureau, choisissez vraiment ce qu'il y a de plus central dans les grandes villes de France. On parle évidemment de Paris, mais ça vaut dans toutes les grandes villes de France. Exactement. Et comme disait Gérald, avec toujours cette notion de réversibilité, comment retravailler l'immeuble s'il a besoin d'une réversion. Et surtout qu'on voit que les municipalités diverses et variées font tout pour qu'effectivement, et on comprend aussi l'enjeu du logement, que ça redevienne du logement. Mais on peut aussi, au-delà de ce qu'on appelle les classes d'actifs, le bureau, le commerce, etc., c'est un petit peu comme sur les marchés financiers. Est-ce que j'entre au bon moment ou pas? Bon, je prenais souvent cet exemple-là dans mon précédent métier. Quand vous rentrez sur le CAC 40 à 2500 points versus 6500 ou 7000, bon, vous savez que vous rentrez sur un point plus bas. L'immobilier, c'est un petit peu la même chose. Nous, on a été écartés du marché parisien depuis une dizaine d'années parce que nous considérions que c'était trop cher. C'était trop cher. Aujourd'hui, quand vous repartez sur des niveaux de prix qui sont plus bas, vous pouvez peut-être considérer que vous serez protecteur dans le temps. Alors, vous n'allez peut-être pas gagner sur la valeur elle-même de l'immeuble beaucoup d'argent, mais vous savez que vous allez avoir une forme de pérennité sur vos loyers, parce que vous allez aussi pouvoir vous permettre d'avoir des loyers peut-être avec des valeurs locatives plus bas que ce que vous auriez pu faire. C'est mon rendement dont vous parlez, c'est-à-dire l'écart entre la valeur du bien et les loyers que je vais percevoir. Et effectivement, c'est quand même une belle porte d'entrée. On a essayé de voir le verre à moitié plein pendant ces derniers mois en disant effectivement on a traversé une crise difficile, mais finalement cette baisse des prix avec une continuité de la hausse des loyers, elle a quand même favorisé le rendement, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est plutôt... Sachant qu'il peut y avoir aussi un revers de la médaille au moment du renouvellement du bail, puisque généralement, quand on parle par exemple de commerce, le commerçant sera assez tenté de venir vous voir pour vous dire de rebaisser le loyer parce que lui-même peut-être aura un compte d'exploitation qui se sera dégradé entre-temps. Ah, mes amis locataires! Juste une dernière question, il nous reste que 4 minutes. Toutes les offres qui ont émergé ces dernières années investissaient dans un commerce type, alors ils vous donnaient le nom du commerce, la rue, machin, etc. Donc vous preniez un petit bout de ce truc et tout. Est-ce que c'est fiable selon vous ou pas? Parce que là on parle de tickets d'entrée bien en dessous encore des 10 000 ou 15 000 euros dont on a parlé pendant cette émission. Est-ce que ça on peut le conseiller à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ou il faut s'en méfier quand même? Au travers de plateformes de crowdfunding? Voilà, type, ou pas que d'ailleurs. Pas que. Si on a un conseil à donner aux investisseurs, c'est de regarder la qualité des gérants, vraiment d'analyser des gérants expérimentés. Un mauvais actif avec un bon gérant peut devenir une bonne sortie. Et l'inverse, un bon actif avec des mauvais gérants peut être l'inverse. Voilà. Donc, intéressant ce que vous dites. Oui. Et donc, l'expérience, c'est assez clé. On a vu certaines dérives dans le crowdfunding, qui est un modèle intéressant, qui a fait évoluer la démocratisation. Il y a des bonnes choses dans le crowdfunding, mais certaines plateformes avec des gens non expérimentés, qui n'avaient pas une analyse approfondie, comme Gérald, ou des grandes sociétés de gestion, qui ont une expérience, un savoir, une analyse sur la liquidité des actifs, sur la profondeur du marché. Ça, c'est essentiel pour assurer... voilà. Typiquement, puisqu'on parlait d'opérations dites, par exemple, dites value add, donc de restructuration, un acteur qui aurait acheté un immeuble en 2019, c'est-à-dire avant Covid, avant remontée des taux, s'il déboucle bien son opération, pouvez-vous dire que peut-être il a acheté peut-être moins cher que le prix de marché à l'époque et puis qu'il s'est bien débrouillé pour le sortir. Tous ceux qui c'est pas toujours le cas, là, malheureusement. Franchement, c'est pas la majorité. C'est pas toujours le cas. D'où aussi le fait que, alors nous on privilégie plutôt les fonds d'investissement au format club deal, même si ça manque peut-être de transparence vis-à-vis de l'investisseur final, parce que quand vous avez un fonds d'investissement, vous avez un certain nombre de lignes, c'est un petit peu plus difficile d'y voir clair. Mais l'avantage, c'est que ça a des effets amortisseurs dans la durée, puisque on peut penser que quand on a un fonds qui est diversifié, je parlais du paddle tout à l'heure, le fonds en question qu'ils achètent a aussi des actifs de bureau à l'intérieur et des locaux d'activité plus classiques. Donc il y a une forme de diversification. Quoi, ils font pas du paddle? Non, mais c'est ça en fait le fin mot de l'histoire. On a commencé à dire qu'on parlerait pas SCPI, mais vous avez quand même une morale là-dedans qui est de dire
faites gaffe quand même. Et la diversification, c'est aussi, alors certes, c'est peut-être des rendements un peu plus faibles, mais c'est prendre aussi un petit peu moins de risques, quoi. C'est ça un peu la morale de... Sont souvent d'ailleurs, en fait, ces solutions d'investissement sont souvent complémentaires les unes des autres. On peut pas dire... Et d'ailleurs, il y a des acteurs de SCPI que je ne citerai pas, mais qui ont un track record depuis plus de 30 ans. Donc, ce sont peut-être pas les plus performants à un instant T, mais ça fait 30 ans qu'ils sont là et qu'ils ont su préserver l'épargne de leurs investisseurs. Donc, la durée, quand même, est très importante. Et d'ailleurs, nous, nos partenaires, nos distributeurs, mais comme nos clients, ce qu'ils souhaitent, c'est de la régularité dans la performance. C'est pas tant d'être le premier de la classe à un instant T, puis d'être le dernier à l'arrivée. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Très clair, oui. Si on peut donner un conseil aux investisseurs, c'est toujours de diversifier. La SCPI peut cohabiter avec du club deal, avec de la gestion alternative, et c'est important de bien sélectionner ses gérants. Et les plus vieux fonds sont les plus sécurisés. C'est ça à peu près aussi ce que j'ai cru comprendre. Donc l'âge, c'est bien. Pas que dans la vie, pas qu'avec les humains. Mais non, l'expérience, c'est bien, l'expérience. Merci à tous les deux. Christophe Nadal, CEO du groupe Mimco, et Gérald Proutot, directeur du développement de Pierre Premier Gestion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Experts de l'IMO. Je vous retrouve demain pour une nouvelle aventure à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Merci. Les Experts de l'IMO sur BFM Business.